Lorsque nous perdons le droit d'être différent, nous perdons ipso facto le droit d'être libre. Bonjour. Un peu plus de 24 heures après le tirage au sort pour les poules de la prochaine CAN Maroc 2025, même si la CAN se jouera plutôt en début d'année 2026, les commentaires vont bon train dans les milieux sportifs et footballistiques en général et les pronostics vont déjà quant à savoir si oui ou non les Lions vont pouvoir tirer leur épingle du jeu dans ce groupe F constitué de la Côte d'Ivoire, tête de chapeau et champion en titre de la CAN, mais également le Cameroun et un peu plus bas le Gabon puis la Mozambique. Si la Côte d'Ivoire va favori, sachant que ce pays est dans une meilleure posture du classement FIFA, on s'interroge sur le Cameroun. Bien évidemment, si on revenait quelques années avant, on aurait pu penser que ce sera chose faite et que ce sera une simple formalité à remplir. Mais ces derniers temps, les Lions indomptables du Cameroun ne rassurent pas toujours. D'ailleurs, l'équation la plus difficile sera celle de la Côte d'Ivoire, même si on peut imaginer que le Gabon et le Mozambique seront plus prenables. Mais va-t-il pour cela que les Lions retrouvent la sérénité et que le offensif soit à l'ordre du jour? Du coup, nous nous interrogeons car le football, vous le savez, déchaîne les passions. Tirage au sort de la CAN Maroc 2025, quelles sont exactement les chances des Lions indomptables du Cameroun? Ce sera le sujet principal de cette édition de Les Églisiens sur BNews One. Et nous avons pour l'occasion convié des personnes qui peuvent parler du football ex cathedra. Ils ont un lien direct, ces experts, avec le football. Magnusson Jean-Paul Akono, de son vrai nom, est médaillé d'or aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000. C'est pratiquement le trophée le plus glorieux des Lions indomptables depuis la nuit des temps. Un autre qui a chaussé les crapons pour jouer dans les Lions indomptables s'appelle Pelé, c'est son petit nom. Mabouan Kesak Emmanuel, c'est son nom. Il est ancien Lions indomptable du Cameroun et il a connu un passage comme entraîneur. Il pourra avoir les clés de compréhension des chances des Lions indomptables du Cameroun. Son petit nom, Pelé, pourquoi? Parce qu'il jouait comme Arantes, plutôt Donacimento, voilà, il jouait comme Pelé. Pelé dans ce plateau, Mabouan Kesak Emmanuel, bonjour. Je vous prends un mot, vous dites que vous passez vos journées avec Ernest Obama. Mais je sais que vous avez pied à terre, vous avez pied à terre à Tinga. On vous regarde comment? Parce que je crois que là-bas, il est depuis quelque temps persona non grata. Non, mais moi je suis en vacances, mais je vais vous dire quelque chose. Ernest, nous le connaissons même avant qu'il ne commence d'être journaliste. Ouais. Et quand il était à l'université, c'est un passionné de foot. Et je l'ai vu commencer les émissions avec rien du tout. C'est-à-dire que nous sommes à 2 minutes du plateau, à 1 minute du plateau. J'arrive, il va mettre le micro, il va chercher le maquilleur et il a même failli me maquiller 2 ou 3 fois. C'est un JRI alors. Voilà, donc je l'ai vu commencer et je suis fier de la personne qu'il est devenu. Mais maintenant, c'est un journaliste, il a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il voit, ce qu'il pense. Mais maintenant, et je pense que j'ai passé beaucoup de temps avec lui et Benjamin, nous sommes amis, nous travaillons, mais il y a aussi en dehors du travail, il y a notre vie, celle du quotidien. Je connais la famille, on se respecte. Et depuis plus de 20 ans qu'on se connaît, c'est le respect mutuel, c'est la famille, c'est les amis. Bon, maintenant, les opinions, il a le droit de dire ce qu'il pense. Comme moi, quand je viens dans un plateau, je dois dire aux auditeurs ma vision et partager avec eux. On ne vous étiquette pas. Non, parfois il y en a qui ne sont pas d'accord. Moi j'ai été interpellé quand on me dit, pourquoi tu dis que les Lions indomptables n'ont peur de perdre. On n'a pas peur, aucune équipe ne doit, les équipes doivent avoir peur des Lions indomptables. Je dis, mais si vous êtes Tunisien et Algérien, vous aimeriez rencontrer le Cameroun qui vous a toujours éliminé. Vraiment. Vous aimeriez rencontrer la Côte d'Ivoire. Nous avons toujours éliminé la Côte d'Ivoire dans les grands matchs. Et si vous êtes Marocain, est-ce que vous aimeriez rencontrer le Cameroun?
Mais mettez-vous à leur place là-bas. Donc, la personne m'a dit, ah oui, c'est parce que Marc Brice est entraîneur. Pourquoi tu ne disais pas ça quand Rigobertson était là? Mais Rigobertson, c'est mon coéquipier d'abord, avant tout, comme il est l'ami d'Ernest. Et nous l'avons défendu sur ce plateau largement quand il a voulu signer, quand il était en Centrafrique. Je pense que l'émission Églisienne a fait toute une émission sur lui. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que le coach qui est venu là maintenant, c'est les Lions Indomptables. Ils sont tous des passages. Moi, je reste Lions Indomptables à vie. Je dois les supporter. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne critique pas les Lions. Très bien. Ils ont fait un parcours 100% correct. Oui. C'est-à-dire ils ont gagné tous les matchs, ils n'ont pas eu de défaite. Si vous montez dans un plateau, dites que cette équipe qui a été qualifiée avec un match d'avance, c'est-à-dire avant la fin des éliminatoires, si vous ne les félicitez pas, vous ne les encouragez pas, je pense qu'il vaut mieux ne même pas venir sur un plateau supporter le football parce que parfois quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Ils sont en train de travailler, ils sont en train de traverser les Lions et on les encourager à continuer de gagner. Ce n'est pas moi, ancien Lion camerounais, qui va prêcher dans le découragement. Mauvais, on dit que c'est mauvais. Très bien. Hugo a fait du bon boulot, mais il y a aussi eu cet entraîneur qui est venu. Si Marc Brice même ne gagnait pas les matchs, ça devait être pire et je devais parler. Mais alors, quand il gagne les matchs, je fais ma bouche. Mabouan, ce n'est pas une interview. Peu avant la sortie, tant que relais sur les réseaux sociaux, Ernest Obama, c'est un sujet contre ceux qui appellent André Onana, Kassongo et bien d'autres choses. Il disait ceux qui lui jettent les pots de banane ne savent pas que c'est sur le Cameroun qu'ils le font et que jamais de par le monde on a vu ça, que ce soit les compatriotes qui s'attaquent autant à leurs compatriotes. Est-ce que vous partagez cet avis? Et je suis bien tenté de savoir quelle est la nature de vos relations avec André Onana. La nature, c'est la même que que les joueurs de Lions Indomptables. J'ai posté bien Zambangui hier, mais Onana, moi, j'ai une relation particulière avec lui. Vous êtes amis? Mais j'ai su son père. Est-ce que c'est papa aussi, parce que il a commencé. Donc vous êtes à la fois proche, vous êtes proche de Eto'o et proche de Onana. Mais je parle avec Roger, mais là je parle avec Monsieur Eto'o, non? Ah, d'accord. Donc je ne suis pas de ceux que si Samuel a des problèmes avec Onana, je veux me mettre dedans. Il me respecte pour mes positions. Onana, c'est un footballeur camerounais, mais avant d'être footballeur camerounais, je connais la famille. J'étais le manager de son grand frère qui m'a présenté Onana quand il était au Barça. Je le suis. Je ne peux pas vous dire que je l'ai tous les jours, mais je sais qu'il nous suit même en ce moment et il va nous suivre toujours et que je ne peux pas entrer dans une bagarre qui ne me concerne pas. Je ne sais même pas s'il y a bagarre. Je disais toujours qu'un jour ils vont se mettre ensemble. Personne n'aurait su que M. pouvait reparler avec M. Samuel Eto'o. Ceux qui sont rentrés dans ça, sont rentrés dans ça. Donc, c'est des footballeurs. Je sais qu'ils vont se remettre un jour ensemble et ils vont se rapprocher un jour. Mais je ne peux pas dire que je vois Onana, je traverse. Parce que je travaille à la fédération, je ne peux pas parler avec Onana. Je vais vous raconter une histoire. Je suis l'ami du père de Choupo-Moting qui a eu des propos. Je peux tout simplement dire, monsieur Choupo, vraiment, ceci c'est bon, ceci ce n'est pas bon. Mais s'il a le droit de s'exprimer. Monsieur Samuel Eto'o ne m'a jamais dit, mais pourquoi tu parles avec le père de Choupo-Moting? Mais il sait que c'est mon ami. Mais maintenant dit, ton grand frère est là, je dis, il est là, c'était des amis avant. Rien ne dit que demain ils vont reparler. Maintenant, si vous rentrez dans ce problème, vous êtes... et vous pouvez... Et je félicite Onana. Laissons l'histoire du village, laissons du soir qu'il est proche de monsieur Obama. Ils sont de la même région, pratiquement le même village. Ils peuvent même avoir des désaccords. Mais même si monsieur Obama a des problèmes avec Onana, il a le droit de dire la vérité en journaliste. Les gens qui insultent Onana le font très mal, c'est pour la nation, ce n'est même pas lui. Onana est de passage dans les Lions Indomptables. Nous, qu'est-ce qu'on veut gagner? On veut gagner la Coupe d'Afrique. Ceux qui ont gagné en 2000, 2001, 84, on les a déjà oubliés, mais le palmarès du Cameroun reste. Je pense que quand Onana s'exprime, il faut qu'on même félicite en disant qu'il s'est exprimé pour encourager que les gens n'insultent plus André Onana. Et c'est ce que nous devons faire tous. C'est comme si on insultait Roger Mila ou on insultait Samuel Eto'o. Nous, on doit se lever et dire non, on n'insulte pas. Vous pouvez critiquer, mais ne pas insulter. Mais c'est une précision qui en vaut la peine. Je vous dis, il y a 2-3 jours, j'étais dans un pays où le football est aussi adulé comme au Cameroun. C'est-à-dire, je parle du Maroc. Et dans ce pays qui va accueillir la CAN, le Cameroun a la chance de jouer
à Marrakech, qui est, je dirais, la plus belle ville du Maroc. Je peux vous assurer que des footballeurs marocains, on n'en dit pas du mal. Vous voyez, dans les magasins, on vend les maillots de Hakim, de Tessie, partout. Et ils adorent les footballeurs. On n'en dit pas du mal. Jamais. Les Camerounais devraient aller prendre des cours là-bas. Au Cameroun, c'est totalement le contraire. Parce que quand vous dites que je suis un fervent partisan de Samuel Eto'o. Je suis fier de l'être. Vous vous êtes déjà rencontrés quand même? Jamais je n'ai vu Eto'o en dehors du stade, en dehors de la télévision. Je ne connais pas meilleur avocat de Samuel Eto'o que vous. Je n'ai pas besoin de le rencontrer, mais je vais dire que quand vous avez la chance d'avoir quelqu'un de ce niveau, il faut le protéger. Le vénérer aussi? Non, mais je dis pas vénérer, j'ai dit il faut le protéger. Le Cameroun est l'un des rares pays où on ne protège pas ses valeurs, ses talents. Je vais vous parler un tout petit peu de... Avant de parler de ça, on doit le déifier aussi? Non. D'accord. Je vais dire qu'il faut le protéger. Fabriquer un Samuel Eto'o, ce n'est pas tous les ans, ce n'est pas tous les siècles. Quand vous avez la chance d'en fabriquer, il faut protéger. Vous savez pourquoi il faut protéger? Dites-le nous. Parce que à partir du moment où Samuel Eto'o, sur les stades, est une référence, beaucoup de jeunes Camerounais ont envie d'être cette référence. C'est ça. Ça crée la saine émulation. Lorsqu'il sort des stades, on lui met les bâtons dans les roues, les pots de banane par-ci, par-là, on dit n'importe quoi de lui. Le politique s'en mêle, lui met les bâtons dans les roues. J'ai dit, je m'insurge. Des gens écrivent parfois, quand je fais un article sur Samuel Eto'o, on pense que je n'ai aucun lien avec Samuel Eto'o. Je ne l'ai jamais vu. Sans blague. Maman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arranger un rendez-vous? Au moins, attendez, Xavier, s'il vous plaît, laissez-moi modérer l'émission. Il vient de vous dire qu'il ne m'a jamais vu. C'est de même pour M. Samuel Eto'o. Il y a des gens qui me rencontrent. Il y a quelqu'un qui me disait hier, du côté d'Obala, que mais mon rêve, c'est de voir ça M. Obama. Il lui a dit que bon, quand je serai sur le plateau, je vais un jour arranger ça. S'il vient à la Fédération camerounaise de football, il remplit l'audience. M. Eto'o reçoit tout le monde. Il va, par rapport à son agenda, recevoir mon frère. Je l'accepte entièrement. Je vais vous dire, je vous ai raconté une anecdote sur ce plateau, je crois. J'étais en déplacement, j'étais en mission au Burundi. La nouvelle a circulé qu'il y avait un Camerounais qui habitait un hôtel qui n'est pas loin du campus universitaire. Et un matin, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je vois un groupe d'étudiants qui s'amènent. Ils viennent voir un Camerounais parce qu'ils voulaient voir à travers ce Camerounais Samuel Eto'o. J'ai raconté cette anecdote. Ils ont écrit une lettre. Ils m'ont demandé de remettre cette lettre à Samuel Eto'o. Vous avez fait comment la lettre? Mais moi, je vais voir Eto'o pour lui remettre. À la Fekafouina, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis à l'époque, Junior Bignam, qui était un de mes collaborateurs à mutation, je lui ai remis le courrier. J'ai dit, moi, je ne sais pas dans quel monde on rencontre Eto'o. Toi, tu as la possibilité, remets-lui ce courrier. Pour vous dire, et partout, je vais au Maghreb, les gens font des autographes, ils me remettent pour donner à Eto'o. Je vais rencontrer. Maintenant, j'ai la possibilité. Je peux remettre à Ernest Obama. Vous n'êtes pas sérieux? Mais vous lisez la toile, non? Écoutez, je sais que Ernest Obama a des acquaintances avec la FECAFOOT. D'accord. Il n'est pas interdit d'y aller. Non, pas du tout. Il a des relations là-bas. Alors, si je remets un courrier de Samuel Eto'o à Ernest Obama, je suis sûr que ça va arriver. Magnoson, Jean-Paul Akonou, bonjour. Bonjour, Armand. Comment vous allez? Alors, c'est un plaisir extraordinaire de vous recevoir. Jean-Paul, vous venez de maladie. Vous êtes levé sur votre lit de convalescence. Vous devriez être avec nous il y a 2 semaines de cela, mais vous étiez alité. Dieu merci, vous êtes en jambes. Merci de tout cœur à votre épouse qui prend en main un grand soin de vous. La dernière fois, quand j'ai appelé, elle m'a fait comprendre, écoutez, M. Okol, vous savez parfaitement l'estime que le coach a pour vous, mais là, il est alité, il va même d'ailleurs prendre une deuxième perfusion. Ça a pris un peu plus d'1 semaine, mais Dieu merci. Vous vous êtes remis, c'est un plaisir extraordinaire de vous recevoir. Qu'est-ce que vous dites après les propos de Ernest tout à l'heure? Je ne sais pas quoi dire. Je crois que Ernest
n'a fait que dire ce qu'il pense, ce qui me semble être comme une réalité que je vis, que la plupart, n'est-ce pas, des gens qui ont rendu quand même des services dans ce pays, au niveau du sport et singulièrement du football, vivent aussi. Donc ce n'est pas seulement moi, bon, peut-être que par rapport à ce que j'ai fait, il a donc ressorti cela, je ne peux que le remercier. Une chose est sûre, c'est que c'est vrai. Bon, je crois d'ailleurs que nous en avons discuté. Parler durant notre belle émission. Vous savez ce que Ernest m'a dit après l'émission? C'est vrai, on ne s'est pas vu depuis. Il a dit très belle émission, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit chapeau et il m'a dit demain je t'offre une bouteille de vin. Il me l'a offert, vous étiez à la maison. Je n'ai pas pu vous... Magnusson, comment vous avez trouvé le tirage au sort de manière globale avant qu'on ne parle de notre poule? C'est serré, c'est ouvert, tout le monde peut trouver son compte et s'en sortir? Ben oui, je pense que en dehors du cérémonial, n'est-ce pas, qui a précédé effectivement le tirage proprement dit, je crois que la CAF aujourd'hui se professionnalise. Oui, c'était une belle cérémonie. Vraiment, pas seulement celle de Rabat. Oui. C'était à Marrakech ou à Rabat? Vous aviez fait connaître le Maroc. C'était au Maroc en tout cas. Je crois que nous devenons, on commence à nous prendre bien au sérieux, on fait des choses bien professionnellement aujourd'hui. Le tirage ne souffre pas, n'a pas souffert, n'est-ce pas? Il n'y a pas de combine. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de risque qu'on essaie de... C'était, comme on dit en Vision, oui. On n'a vu aucune combine vraiment, et surtout les gens qui sont venus pour tirer, devaient être les premiers à constater s'il y avait quelque chose. Je pense donc que les groupes qui sont sortis, n'est-ce pas, à l'issue de ce tirage, me semblent être des groupes vraiment équilibrés. C'est ça. Très équilibrés. Il n'y a pas à dire que... Sinon, tous les... Je crois que c'est les 6 groupes... Tout à fait, les 6 groupes. Alors, je rappelle les groupes en question. L'image va s'afficher. Groupe A, Maroc, Mali, Zambie, Comores. Groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Groupe D, Sénégal, République démocratique du Congo, Bénin, Botswana. Groupe E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Et enfin, groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon et Mozambique. Alors, Jean-Paul, avant qu'on ne parle de manière profonde de ces différents pôles de la nôtre, c'est arrivé quelques jours après qu'on ait appris qu'on a invalidé la candidature de Samuel Eto'o à la CAF. Ça doit vous faire mal, non? Ben, je crois qu'il fallait s'y attendre, hein, à partir de ce qui précédait un peu cette invalidation. Vous savez, Samuel Eto'o a été le président de l'Africafoot, a été l'objet d'une suspension, oui, n'est-ce pas, de la FIFA. Et je crois que dans les règlements, tout ça, ainsi de suite. Et j'ai discuté avec un juriste qui m'a donné une information qui, moi, m'a fait froid au dos. Il dit que la conséquence automatique de l'invalidation de sa candidature à la CAF veut dire qu'il ne pourra plus briguer un mandat à l'Africafoot. Je ne sais pas si cette suspension va courir jusqu'au moment où son mandat sera encore effectif, n'est-ce pas, au niveau de l'Africafoot. Je ne sais pas, mais je pense que 6 mois, ça finit en mars et je ne crois pas qu'il y ait des élections au Cameroun en mars. L'élection, c'est en décembre, non? C'est en décembre prochain. Jusqu'en mars. Jusqu'en mars, c'est fini. En mars 2006. Mars. Oui. Donc, encore que même pour l'invalidation, il y a encore l'option du TAS. Il peut effectivement faire recours au TAS
qui peut naturellement casser cette décision, je crois. Voilà. Très bien. Je pense que si son conseil arrive jusque-là, peut-être on peut l'invalider. Et là, avant les élections, je ne sais pas si on peut reconsidérer sa candidature. Mais je crois que ça me semble ce qui était déjà prévisible. Prévisible parce que avec le roi des taux, dans tout ça, on ne voyait pas d'un bon œil qu'il puisse arriver sans qu'on lui fasse quelque chose ou bien sans qu'on l'amène, n'est-ce pas, à faire une faute, afin qu'il soit suspendu et qu'il soit un candidat gênant, sinon un candidat beaucoup plus susceptible, n'est-ce pas, de succéder à ceux qui sont là aujourd'hui. Donc c'est tout ça, je crois que tout ça réuni, vous savez, c'est de la haute politique, comme on dit la réelle politique. La mafia. La mafia footballistique. La politique mafieuse. Oui. On cherche une petite faille comme ça, n'est-ce pas, pour te coller, n'est-ce pas, un truc, puis c'est terminé. Souhaitons qu'on n'en arrivera pas là. Alors, Jean-Paul Akono, si on a encore en souvenir la piètre performance des Lions indomptables face à la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, est-ce que ce tirage au sort nous est... non, le Cameroun a joué contre le Sénégal, pas contre la Côte d'Ivoire. Mais je veux dire les performances des deux équipes. Côte d'Ivoire, d'un côté, qui est parti de loin, mais qui est allé conquérir le trophée. Si on tient en compte cette Côte d'Ivoire, qui a su se relever d'une chute terrible, et quand on voit la physionomie des Lions indomptables, est-ce que c'est en toute sérénité qu'on va aller affronter la Côte d'Ivoire? Mais écoutez, la Côte d'Ivoire, pour arriver à se qualifier, pour être parmi les 24, tout comme le Cameroun, pour être parmi les 24, a suivi un cheminement, c'est-à-dire les éliminatoires. Et la Côte d'Ivoire n'a pas joué rien que sur des velours. C'est ça. Pendant, n'est-ce pas, les matchs qu'il opposait à d'autres équipes de son groupe des éliminatoires. Je crois qu'ils ont eu 2 ou 3 défaites et à un moment donné, vraiment, la qualification de la Côte d'Ivoire était hypothéquée. S'hypothéquait déjà. Et heureusement, ils ont pu se relever. Par contre, le Cameroun a fait un sans faute. Ça, il faut le dire. Le Cameroun a fait un sans faute, qu'on le veuille ou pas. Nous n'avons pas, je crois que... nous étions d'ailleurs, je crois, le deuxième à être qualifié, je crois, à deux journées de la fin. De la fin des qualificatifs. Voilà. Donc, mais les deux équipes sont qualifiées et se retrouvent dans la même poule. Moi, je crois plutôt que c'est un peu la rivalité, n'est-ce pas, qui a toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan, je ne sais pas moi, économique, sur... Internet même, Facebook, oui, musical. De la vie. Oui. Et cela date des présidents Ahidjo et... Houphouët-Boigny, Félix. Qui était... cette rivalité, cette concurrence, n'est-ce pas, qui a toujours été saine, mais qui a fait que les deux pays, n'est-ce pas, essaient de progresser pour ne pas accepter l'hégémonie ou la domination de l'autre, n'est-ce pas, sur l'autre, sur le plan économique, sur le plan politique, culturel, et surtout footballistique, sportif et surtout footballistique. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que l'on semble croire que c'est la poule de la mort, oui. C'est ceci, c'est là. Mais non, quand on voit d'autres poules, je crois que vous allez les tout à fait. Tout à l'heure. Vous avez le Maroc qui est avec le Mali et avec la Zambie. Chacun a déjà eu à gagner au moins une fois la Coupe du Monde. C'est ça.
La Coupe d'Afrique, oui. Quand tu prends le groupe de l'Égypte, il y a l'Égypte et puis... L'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Chacun a déjà eu à gagner au moins une fois la CAN. Tu prends tous les 6 groupes, vous verrez toujours que c'est pour cela que je parle de groupes très équilibrés. Tout à fait. Et où tout le monde peut tirer son épingle. Y compris le Gabon et la Mozambique. Mais écoutez, à la dernière CAN, il me semble que l'Égypte et la Tunisie, le Ghana et tout ça, sont sortis. Oui. Tout à fait, c'est exact. Le Cameroun a failli aussi sortir au premier tour. C'était un accouchement par césarienne. Sinon, s'il y avait encore un accouchement plus difficile, c'était par là. Mais on a vu, on s'est arrêté en 8e de finale. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le Cameroun et la Côte d'Ivoire, et il faut aussi ajouter le Gabon qui nous conteste aussi, n'est-ce pas souvent, cette hégémonie, ne serait-ce qu'au niveau de la sous-région, qu'est l'Afrique centrale, qui nous le conteste cette hégémonie. Donc, c'est pour cela qu'on semble croire que, évidemment, les matchs seront des matchs dignes d'intérêt et cette concurrence, n'est-ce pas, va prévaloir. Aucune équipe, tout le monde voudra, le Cameroun voudra que tout le monde le batte, sauf peut-être la Côte d'Ivoire et peut-être sauf le Gabon. Le Gabon voudra que tout le monde le batte, sauf le Cameroun. Et sauf peut-être la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire voudra que tout le monde le batte, sauf le Cameroun surtout, et peut-être sauf le Gabon. Alors, donc, pour moi, c'est des groupes très équilibrés. Et je dis, la surprise peut venir de tout le monde. On a vu... et puis, qui ne dit pas que, comme la fois passée, les 2 finalistes qui se sont retrouvés étaient d'abord dans la même poule. Qui ne dit pas que le Cameroun et la Côte d'Ivoire seront à la finale au Maroc, là. Mais bien sûr. Le Maroc voudra prendre ça. Ça va. Alors, dans la poule F... L'Égypte a bien raté sa Coupe d'Afrique. Exact. Exact. Ma banque est ça que le Mozambique, dans notre poule, est vraisemblablement le petit poussé. Mais on sait que ces derniers temps, le Cameroun a maille à partir avec les équipes considérées comme les petites équipes. Avec la Côte d'Ivoire, ça va se jouer. Espérons que ce sera de notre côté. Quels sont les éléments fondamentaux qu'il faudra avoir pour faire une bonne entame de cette CAN à travers cette poule? Déjà, pour faire une bonne CAN, il faut que la sérénité revienne au sein des Lions Indomptables, qu'il règne un esprit de groupe, parce que nous avons en ce moment un peu dans les clubs européens des meilleurs joueurs. Quand on parle de Mbemo, on parle de Zambo Anguissa, on parle de Andolana, on parle de Baleba. Donc déjà une équipe qui est constituée de 11 joueurs, vous avez déjà 4 ou 5 qui jouent titulaires dans des clubs pas mal en Europe. Donc maintenant on a un an de la compétition. C'est vrai que les équipes ne vont pas trop changer, par équipe peut-être 2-3 titulaires. Maintenant, quand je parlais de la sérénité du groupe et que la fédération et le ministère des Sports travaillent ensemble pour pouvoir arriver à une bonne préparation comme on l'avait fait en 2017, parce que cette équipe ressemble beaucoup à celle de 2017. C'est une nouvelle génération parce que même si on a Aboubakar un peu vieillissant, qu'on a les Choupo-Moting, on a 3-4 joueurs qui dépassent les 32 ans, nous avons les capacités physiques et techniques de pouvoir aller très loin dans cette compétition à partir de gardien de but, défense, milieu du terrain, et nous avons la capacité de gagner cette Coupe du Monde. Maintenant, je parle de la préparation en elle-même, de ce que tout le monde se calme et qu'on regarde dans la même direction. On vient de faire un sans faute comme le coach l'a dit tout à l'heure, et nous l'avons fait aussi en 2017 où nous avons un match d'avance avant de se qualifier. Donc, je pense que regarder la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme notre adversaire principal, je ne pense pas, parce que l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a gagné n'est même pratiquement plus la même, parce qu'ils ont eu c'est quand même l'équipe de Adingra. Oui, et on a bien vu lors de la dernière CAN que nous avions une défense très poreuse. Oui, mais vous avez vu la Côte d'Ivoire contre la Centrafrique, vous avez vu que la Côte d'Ivoire pour se qualifier n'a pas été facile. Et puis ils seront
la bête à battre. Oui, oui. Et donc, comme champion en titre. Voilà, généralement le champion en titre sort au premier tour. Mais là encore pour eux c'est difficile parce qu'ils jouent quand même contre deux équipes de l'Afrique centrale qui ne vont pas se laisser faire. Donc je pense que la crainte est du côté de la Côte d'Ivoire parce que dans les championnats majeurs, dans les matchs des matchs à haut risque, le Cameroun a toujours été non seulement les meilleurs, mais même aujourd'hui psychologiquement, la Côte d'Ivoire respecte, il y a même peur du Cameroun, si je peux aller jusqu'à dire cela, que la Côte d'Ivoire. Mais sur le plan technique, quand vous comparez les coachs Hermes Faye et Marc Brice, vous vous dites qu'il peut avoir un sérieux corps à corps sur le plan de la technicité? Moi je ne peux pas trop parler des coachs parce que c'est des équipes qui ont des joueurs professionnels à 90%. D'accord. Donc, parfois, vous pouvez avoir un coach faible et s'il est quelqu'un de gérable, les joueurs professionnels, je pense que ça se passe dans toutes les équipes, les joueurs les plus accompagnent le coach, facilitent le travail du coach. Donc, à ce niveau-là, je dis bien sérénité dans le groupe, faire en sorte que le coach aussi se sente à l'aise. Faye aujourd'hui bénéficie du groupe soudé. Je dis bien soudé après le départ du coach principal. Toute la Côte d'Ivoire, institutions comme footballeurs se sont mis derrière le coach Faye, surtout que c'est un enfant du village et aujourd'hui on a vu le résultat. De même pour le Cameroun aujourd'hui, nous avons l'impression que tous les joueurs sont derrière le coach, ce qui a produit ce résultat. Mais je dis on peut encore améliorer cette équipe du Cameroun qui n'est pas totalement une équipe bonne à 100%. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour pouvoir, parce que pour gagner une CAN, il faut battre les meilleurs. C'est ça. Le Cameroun a gagné la CAN en 2017 en battant l'Égypte, le Ghana, le Sénégal et deux autres grands pays, parce que et le pays organisateur, le Gabon. On ne parle pas pour jouer seulement contre la Côte d'Ivoire, mais il faut s'attendre à rencontrer le Maroc, l'Égypte et les autres pays pour gagner la Coupe du Monde et je pense la Coupe d'Afrique. Et je pense que nous avons les joueurs qu'il faut. Nous avons des anciens, nous avons les jeunes, mais maintenant il faut ce groupe soudé pour pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique. Alors, Xavier Messier, je voudrais venir à vous. Je voudrais que vous commentiez ce texte. Le texte, c'est une réaction que Marc Brice a eue lors d'une interview à RFI. Je prie la réalisation d'afficher le texte. Alors, c'est fait. Je vais vous permettre de lire. Marc Brice dit ceci sur RFI au sujet de la crise MINSEF et CAFOOT. Oui, je dois être honnête, ce n'est pas constructif de travailler plus longtemps comme ça. Ça absorbe beaucoup d'énergie pour moi et les autres coachs et la sélection. Cela doit changer. Encore une fois, on joue pour le pays. Nous ne sommes pas Camerounais, mais nous voulons coûte que coûte gagner. Alors, il faut que tout le monde soit derrière. Je connais ce pays. C'est un peuple très passionnant, très enthousiaste. Maintenant, il faut arrêter avec ces conneries parce que ça m'énerve beaucoup. Ça, c'est Marc Brice. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin à Marc Brice? Ben, c'est un flamand qui parle. Et il parle flamand, c'est-à-dire on essaie de traduire le fond de sa pensée. Là, c'est à RFI, c'était en français. Ben, je dis que c'est un flamand qui parle en français. C'est-à-dire sa pensée est flamande. Il essaye de mettre les mots français pour se faire bien entendre. Mais je vais dire que, en réalisant ses propos, il veut remuer la polémique. Il ne peut pas à la fois demander qu'on se taise et puis utiliser des mots comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est un flamand qui parle. Donc, les Camerounais ont besoin de sérénité. L'équipe nationale a besoin de sérénité. Et je vais dire, qui a amené la polémique au sein de l'équipe? Ce n'est pas les Camerounais, c'est lui. C'est lui. Le moment n'est plus là pour revenir sur ce propos. On gagne des matchs, tant mieux. On les gagne avec lui, tant mieux. Donc, il faudrait que, s'il parle en flamand, qu'il se fasse traduire sa pensée flamande par un français ou un francophone pour mieux se faire comprendre. Mais c'est comment on en est arrivé à ce qu'un étranger, fût-il entraîneur des Lions indomptables, puisse à chacune de ses sorties être aussi arrogant, méprisant. Mais je suis en train de le dire. Qui a créé la polémique? C'est lui qui est venu avec la polémique. C'est lui.
j'ai eu à écrire un papier. Je crois que l'un des plus durs articles que j'ai eu à écrire sur quelqu'un, j'ai dit, je l'ai ramené dans ses racines culturelles. Je l'ai ramené dans ses racines culturelles en parlant de Nietzsche. C'est son cousin, Nietzsche. Non? C'est Nietzsche, son cousin, qui parlait de la race aryenne. Et qui dit Nietzsche, dit Hitler. Ils ne sont pas loin, c'est la même racine. Et ces gens-là, pour eux, le noir n'existe même pas. Ça n'existe pas, le noir. Et je pense qu'il est venu dans ses gènes avec cette mentalité de Nietzsche. Le noir n'existe pas. Et s'il était venu, ce n'est pas le premier entraîneur belge que nous ayons eu. On a eu des entraîneurs belges qui sont venus de manière modeste, de manière tout à fait coopérative. Il est venu avec la pensée de Nietzsche, condescendant comme tout. Hein? Pourquoi ceux qui se présentent comme ses principaux parrains, je veux parler des responsables du ministère des Sports, ne l'amènent pas à la raison? Mais vous savez, nous avons dit ici une chose, il faut ajouter une deuxième. Qu'est-ce que nous avons dit? La politique, la logique du jardinier. Il faut ajouter à cette logique du jardinier une autre logique. Diviser les gens. Diviser les gens. Parce que c'est une... J'ai mal à le dire, mais c'est une réalité. C'est une doctrine machiavélique. Diviser les gens. Parce que si on n'avait pas cette deuxième logique dans notre mental, dans notre manière de vivre, on n'aurait pas ce que nous avons aujourd'hui à l'équipe nationale. Parce qu'en fait, chacun essaierait de rester dans son couloir, sachant ce qu'il a à faire, sans pouvoir traverser l'autre côté, et que l'ensemble des actions fasse une synergie. Alors, lorsque vous voyez qu'à chaque fois que la FECAFOOT, à travers son président, a essayé de poser des actes en restant dans son couloir, il a eu des travers. Et ces travers, ceux qui permettent ces travers, ils font tout pour ne pas siffler la fin du jeu. C'est une logique politique. Très bien. Qui consiste à... diviser pour mieux régner. Là où il y a l'harmonie, il faut absolument y mettre les pieds. Parce qu'en fait, une brouille sociale, culturelle, tout ce que vous voulez, est limitée dans le temps. Est limitée dans le temps, mais ça permet à ceux qui organisent de rester tranquilles. C'est ça. On leur colle la paix pendant un bon bout de temps. Et ça, regardez ce qui se passe dans l'ensemble du mouvement sportif au Cameroun. On le sait. On crée des textes à dessein. On fait des textes à dessein, on dit appliquer. Sachant qu'en appliquant, on n'arrivera jamais à un consensus. Et nous autres observateurs, la seule capacité que nous avons, c'est de dénoncer cela. Mais ce qui devrait amener, vous savez, dans des pays, je me permets de le dire, normaux, lorsque vous avez un journaliste qui a une plume sportive, écrit un papier, le lendemain, les hommes politiques s'alignent. Tout à fait. Il est observateur. Oui. Écrivez n'importe quel article dans ce pays avec des preuves à l'appui. On s'en fout. On s'en fout. Mais pourtant, vous dites des réalités. Il y a des journalistes ici qui n'ont pas de parti pris, qui sont neutres, qui ne prennent des décisions, qui ne font des chutes de leur éditorial que sur des faits. Et vous n'avez pas un seul élément pour apporter la contradiction à ce qu'ils disent. Les hommes politiques devraient prendre ça et puis lire, essayer, parce que c'est pas parce qu'on est non politique qu'on a la science infuse. Hein. Que non. Non. Alors, il faut avoir l'humilité d'écouter les gens. Très bien. Aller vers les sportifs qui sont là, de leur poser des questions doucement. Comme ça, en catimini, qu'est-ce qu'on peut faire de cette situation? Vous les écoutez. Allez lire les éditoriaux de la presse sportive. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est cet ensemble-là. Or, les hommes politiques de chez nous sont tellement obtus, imbus d'une science qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas cette science-là, mais ils se croient omniprésents. Ils se croient tout permis, tout simplement parce qu'une décision quelconque leur a permis d'être là. Très bien. Avant de donner la parole à Ernest Obama, au chroniqueur sportif,
Je voudrais demander à Jean-Paul Akono, dans sa posture de coach, et peut-être à Mouabouan Kessak, de réagir à cet élément d'une sortie de Marc Brice après ce tirage au sort. Écoutez, parce que c'est très cool l'extrait. Histoire contre deux pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur, de rien, on n'a pas peur de Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors la seule chose, on doit la concentration de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Très bien. Jean-Paul Akono, le tirage au sort vient à peine de passer. On prépare une compétition aussi importante comme celle-là. Est-ce que c'est la posture dans laquelle doit être un entraîneur? Dans sa réaction, là? Oui, oui. Ben, je crois qu'il n'a fait que répondre aux questions qu'on lui a posées, à savoir quel est son état d'esprit par rapport au groupe dans lequel se trouve le Cameroun, avec la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en titre. Mais pourquoi donc on n'a pas peur d'Eto'o? Eto'o n'est pas dans le classement, là, dans le tirage au sort. D'où vient-il qu'il va dire qu'il n'a pas peur d'Eto'o, là? Comment comprendre? Oui, il vient de dire on n'a pas peur d'Eto'o, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on repasse l'extrait? Oui, parce que d'accord, on repasse l'extrait et vous avez... Vous dites qu'il a dit qu'on n'a pas peur. Vous allez écouter, mettons l'extrait, voici l'extrait. Histoire contre deux pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur, de rien, on n'a pas peur de Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors la seule chose, on doit la concentration de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Je crois que je ne comprends pas là où il voulait en arriver en disant que il n'a pas peur d'Eto'o. Je vous ai dit, c'est le flamand. C'est le flamand. De la Côte d'Ivoire ou du Gabon ou Comme si Eto'o était adversaire. Comme si Eto'o était... Vraiment, peut-être que c'était un lapsus, hein, il voulait dire certainement la Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas. Bon, comme tu sais, on dit c'est un match entre la belle famille et puis tout ça, ainsi de suite. Bon, est-ce que il voulait faire allusion à ça, qu'ils n'ont pas peur de la belle famille ou bien... Bon, mais là, je ne comprends vraiment pas ce qu'il voulait dire. Mais pour quelqu'un qui a un peu de jugeote quand même, c'est comme si Eto'o était un adversaire. Vraiment. Coach Mouabouan. S'il s'est retrouvé dans la Côte d'Ivoire ou bien dans le Gabon ou bien dans le Mozambique. Le Mozambique, bon. Je ne comprends pas. Peut-être que vous êtes un journaliste, il faut peut-être puiser, n'est-ce pas, pour savoir ce qu'il avait vraiment dans sa pensée, ce qu'il avait envie de dire. Mais ce que moi je veux dire, c'est que je crois que ces problèmes se résoudront quand Marc Brice comprendra que son employeur direct, c'est pas le ministère. Je dis son employeur direct. C'est pas le ministère. C'est pas la présidence de la République. C'est la fédération. C'est la fédération. Parce que si la fédération n'avait pas voulu de lui, il ne serait pas là. Ah, c'était le cas, hein? La fédération n'a jamais voulu de lui. Non. Il y a eu un gentleman agreement. Si la fédération n'avait pas voulu de lui, il ne serait pas là. Ça, c'est clair. C'est une concession que le président de la fédération a faite. Et je dis, en dehors même de ça, il doit... Je ne sais pas si c'est lui, il dépend beaucoup plus du ministère des Sports du Royaume de Belgique que de la fédération belge de football. Moi, je ne sais pas. Donc, quand il va comprendre, je ne dis pas qu'il n'a rien à voir avec la tutelle. La tutelle, c'est la tutelle. Même la fédération est sous une tutelle. Donc, quand il va donc comprendre que son employeur le plus direct, c'est pas tout ce monde-là, c'est la fédération. Et je crois que le président de la fédération, vraiment, on l'a vu, a fait beaucoup d'efforts pour l'amener à comprendre cela. Il n'était pas contre le fait que, bon,
qu'il soit beaucoup plus du côté du ministère, tout ça, ainsi de suite, mais qu'il sache que celui qui l'emploie directement, ses bureaux se retrouvent à l'Africa Foot. Très bien. Allez-y, Jean-Paul. Pour la préparation, je crois que ce qui nous a beaucoup un peu ennuyé depuis notre succès en 2017, ça m'a semblé un peu... on a dormi sur nos lauriers. D'orgueil même. Ok. On n'a pas préparé les victoires de demain. Voilà. Nous n'avons pas su que la victoire qu'on vient d'avoir aujourd'hui amène à préparer encore d'autres. Les victoires de demain. Et faire comme si on n'a rien gagné aujourd'hui. Je pense que, comme je vois la configuration, la structure de l'encadrement technique d'un pays comme le Sénégal, et même parfois la Côte d'Ivoire, et le Ghana dans une certaine mesure, oui. Comme les pays de l'Afrique du Maghreb, oui. Voilà, l'Égypte. Je crois qu'en dehors du staff technique, en dehors du staff administratif, il faut créer un autre petit staff, n'est-ce pas, qui encadre, oui. Qui conseille et l'encadrement technique mais en implémentation, et les joueurs pour les amener vraiment à être en osmose. À être en osmose et surtout à être dans la dynamique de la compétition. Tout à fait, à être des conquérants. Être conquérant, savoir que dans une compétition d'une telle envergure que la CAN, il n'y a pas de petites équipes. Sinon, ils ont été qualifiés comme vous dans la compétition. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils sont en jambes. Prendre quelqu'un qui venait boucher les trous. Ils se sont qualifiés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le Ghana qui n'a pas pu être qualifié. Et c'est à cause justement de ces équipes qu'on croit petites équipes. Or, à partir du moment où ils éliminent une équipe comme le Ghana et participent à une CAN au même titre que le Cameroun, qui croit, comme le Maroc, comme l'Égypte, comme le Sénégal, qui croient être les mastodontes de cette compétition, à partir du moment où des pays comme la République centrafricaine d'ailleurs, qui a fait sensation récemment. Mais on sait que c'est les mêmes qui gagnent. Comme le Mozambique et tout ça, qu'on les néglige, je crois que c'est ça qui nous dérange un peu. Très bien. Alors, je vous reviens. Je voulais donc dire qu'il faut créer, n'est-ce pas, un cadre de sérénité. Peut-être de 5 joueurs, 6 anciens joueurs et entraîneurs pour venir, comme je l'ai dit, faire au Sénégal, la Côte d'Ivoire, les pays du Maghreb, n'est-ce pas, pour encadrer ce que je peux dire, pour être le conseil, vraiment, et de l'encadrement technique, et surtout pour jouer un rôle très psychologique au niveau des joueurs. Alors, commençons la lecture de nos chances. Avant de redonner la parole aux techniciens, je m'adresse aux chroniqueurs sportifs. Jean-Paul Akono nous situait tout à l'heure en 2017, Ernest Obama. Très peu sont ceux qui vendaient chez la peau des Lions indomptables en 2017. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait dans la compétition, on a retrouvé le rythme et on a terminé en beauté. Comment faire pour au moins que l'esprit soit celui-là? Et face à la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mozambique, vous pensez qu'on a des chances de passer au second tour? Après, moi, je ne suis pas chroniqueur sportif, moi je suis journaliste politique. J'ai été chroniqueur il y a longtemps. C'est pour ça que je dis ancien chroniqueur sportif alors. C'est ce que vous avez dit. Bon, ancien chroniqueur sportif. Desio, je pense que le Cameroun est peut-être l'un des rares pays à avoir remporté une CAN dans le monde Maghreb, chez les Maghrébins. C'est très difficile. Maroc en 84. 88. 88, ma foi. En 84, c'était en Côte d'Ivoire. En 86, c'était en Égypte. En 88, c'était au Maroc. En 90, en Algérie, c'est l'Algérie qui gagne, il me semble bien. En 92, au Sénégal, on est éliminé en demi-finale. Après le raté de, je crois, Jacques Songo. Non, en 92, c'est pas Koundé qui rate. 92, c'est pas Koundé qui rate, c'est le gardien. C'est Koundé qui a raté en 92. Oui, je pense qu'en contre la Côte d'Ivoire. Non, contre la Côte d'Ivoire, c'était au tir au but. Oui, mais on finit au tir au but, mais il rate un penalty. Mais le dernier tireur qui rate, Jacques Songo, si elle ne me trompe pas. Parce qu'en 94, en Tunisie, on est absent.
Le Cameroun ne s'est pas qualifié. Et puis on revient en 85 à l'Afrique du Sud, on est éliminé au premier tour, battu par l'Afrique du Sud 3-0 lors du match d'ouverture. En 98, on est éliminé en quart de finale. Il dit qu'il n'est pas chroniqueur sportif. Il voulait juste que montrer aux gens qu'il ne connaît rien. En 2000, on gagne. C'était une calque organisée comme Ghana-Nigeria. Et puis en 2002, on gagne au Mali. En 2004, on est éliminé en quart de finale par le Nigeria, je crois bien. En 2006, éliminé également. En 2008, on est éliminé en finale par l'Égypte, après une erreur de Rigaud. En 2010, en Angola, éliminé en quart de finale toujours par l'Égypte. En 2012, quand on était absent, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on a demandé de reparler de man? C'est comment? On est sorti au premier tour. Alors pour la CAN du Cameroun, il faut d'abord comprendre que la CAN 2025 va se jouer après deux événements importants au Cameroun. Primo, l'élection présidentielle. Deuxièmement, l'élection à l'Africafoot. Parce que la CAN commence en décembre. Et normalement, si on respecte le calendrier électoral à l'Africafoot, l'élection devrait avoir lieu entre le 11 et peut-être le 15 décembre. À moins, ce qui peut se faire logiquement, que là-bas, le board de l'Africafoot décide d'anticiper l'élection pour permettre à l'équipe de bien se préparer. Parce que si on prépare l'élection, en même temps on prépare une compétition, ça peut être compliqué. Mais maintenant, en ce qui concerne l'équipe, moi je vois le Cameroun au moins en finale. Hein? Je vous dis que... On avait dit ça pour la Côte d'Ivoire. Je vous dis que je vois le Cameroun au moins en finale. Et notre match le plus difficile sera contre le Mozambique. Parce que quand les Lions jouent contre une grande équipe, on n'a même pas besoin d'entraîneur. C'est-à-dire que les gars eux-mêmes ils sont motivés. On a juste besoin de quelqu'un comme Jean-Paul Akone pour leur rappeler à quel niveau le match est important. Contre la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, vraiment nos beaux-frères qui se préparent à mordre la poussière, ce sera compliqué. Le Gabon, actuellement, sur le plan footballistique, ce n'est pas terrible. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est en reconstruction. Je ne sais pas si le championnat a repris là-bas. Je ne sais pas dans quel état de forme sera Aubameyang. Parce qu'on parle de décembre, hein. C'est dans combien de mois? C'est dans... en Afrique Arabie Saoudite. Oui, 11 décembre. Décembre, dans 11 mois. Dans 11 mois, c'est bien loin et c'est compliqué. Alors que l'équipe du Cameroun, aujourd'hui, on a cette chance-là qu'on a un groupe homogène. Je ne peux pas dire homogène. Si je le dis, ce serait mentir. On a quand même un groupe qui a des joueurs de qualité. On a Zambouanguissa qui fait une très belle saison. Je pense qu'il a été désigné à plusieurs reprises homme du match. Mais sauf qu'en décembre, on sera dans une autre saison. Hein. C'est ça. C'est pas la même saison. Oui. On a Zambouanguissa qui est bien. On a André. On a le jeune Baleba. Et je pense que l'année prochaine, à cette période-là, Baleba sera déjà peut-être, ça c'est ce que je lui souhaite, soit au Real de Madrid, soit à Chelsea, soit à Manchester. Aboubakar Vincent aura pris sa retraite. Dans un grand club. On a Brian Bemo. Il y a Liverpool qui tourne toujours autour de lui. Il y a Chelsea. Donc on a des joueurs qui auront franchi un palier à cette période-là. Donc on aura une équipe qui est plus compétitive. Et merci, c'est le Coca qui s'est versé sur la table. Merci à Xavier. Donc je pense que le Cameroun a toutes ses chances d'aller le plus loin possible. Et je rappelle, je n'ai pas eu le temps de regarder combien d'équipes d'Afrique noire ont pu gagner une compétition dans le Maghreb. Mais le Cameroun l'a fait en 88, en battant le Maroc en demi-finale et en battant le Nigeria en finale 1-0, but d'Emmanuel Koundé, penalty, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? C'était Emmanuel Koundé, non? Oui, c'était Koundé, non? J'avais vu le match. Contre Emmanuel Koundé, contre le Nigeria de Paradis Samuel et de Peter Rufai. Donc, pour cette année, tout ce qu'il y a, ce sont les préalables. Il y a des... Je ne peux pas en dire plus. Si je fais un commentaire, là, ça va me coller dans tous les sens. Tout ce qu'il y a, ce sont les préalables. Tous les préalables sont réunis. Et je pense que les préalables seront réunis parce que on aura un président de la République nouvellement réélu. Je présume Paul Biya. Mon frère, si vous avez fini l'analyse, on va donner la parole à d'autres personnes. Moi, je ne peux pas comprendre. Non, vraiment. Donc, ça veut dire que si tout est OK, on a toutes les chances de faire une bonne compétition à la CAN au Maroc. Moi, je vois une finale Cameroun-Maroc. À mon avis, je n'ai pas encore regardé l'arbre pour voir quelles sont les possibilités. Parce que le Maroc a gagné une seule CAN il y a bien longtemps. Et le royaume chérifien a mis beaucoup d'argent dans le foot. Beaucoup d'argent. Il y a 5 CAN de football féminin, je crois U15 ou U17, qui vont se jouer au Maroc pendant 5 années de manière consécutive.
Et quand vous voyez le rythme des binationaux marocains qui reviennent pour jouer pour le Maroc, ils ont le même entraîneur qui était à la CAN à la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont été demi-finalistes à la Coupe du Monde. Le Maroc est hyper préparé et je pense que ceux qui vont à la CAN, et surtout que, je ne sais pas si ceux qui ont été déjà au Maroc pour suivre un match du Maroc, moi j'étais, mon premier voyage au Maroc, je crois que c'était en 2008, l'éliminatoire des Jeux Olympiques. C'était au stade de Moula, je crois que c'est Moulay, quoi. Ils ont un stade là qui a 60 000 places. C'est quand on vous dit que le stade tremble à Morocco, le stade tremble vraiment avant le match. Donc le Maroc sera difficile à écarter, mais la force du Cameroun, cette force-là que les gens pour la nous transmettent de génération en génération, ils ont su transmettre cette force-là à Roger Mila. Roger Mila a transmis à Samuel Eto'o, Samuel Eto'o a transmis à Boubacar Vincent, et aujourd'hui c'est la force-là qu'André Onana, les Baliba incarnent. Je vous dis que si tous les préalables, si il y a tout est arrangé avant, le Cameroun sera au moins en finale. Vivement que les dieux du football vous entendent. Avant les techniciens Xavier Messier, on a quand même vu des équipes qui préparent les victoires de demain. La Côte d'Ivoire l'a fait, le Sénégal l'a fait, le Nigeria à une époque l'a fait. Mais on a le sentiment qu'au Cameroun, après certaines épopées, début des années 80, début des années 90, début des années 2000, effectivement, là on avait une véritable ossature qui nous permettait d'aller à une compétition comme celle-là en toute sérénité. Xavier, mais c'est dans l'environnement justement, parce que vous ne voulez pas que je vous pose des questions sur le plan technique, comment les acteurs peuvent trouver une passerelle pour créer une sérénité autour? Vous savez bien que si vous me posez des questions techniques, je ne vous donnerai pas ma cola. Puis, je serai privé. Mais non, je crois que vous avez dit quelque chose tout à l'heure je pense que c'est Ernest Obama qui l'a dit. Quand vous avez, dans l'entourage sportif parlant du football, des monuments comme Jean-Paul Akono, je pense que même si on a un sélectionneur têtu comme c'est le cas de Marc Brice, il faut lui imposer que Jean-Paul soit là et qu'il l'écoute. Qu'il écoute. Même s'il ne l'écoute pas, les joueurs peuvent avoir, ne serait-ce qu'en le regardant, avoir un mental de fer. Parce qu'il y a là la transition à laquelle vous faites allusion, ça présente des gens pour la connaître. On a déjà cette chance-là d'avoir des éléments qui ont une crédibilité et qui ont des références comme Mabouan Kessa qui est là. Je pense que ce que moi j'appellerais le noyau pensant, les joueurs, ça ne doit pas être de l'équipe nationale, ça ne doit pas être une pléthore des gens, mais ça devrait être des gens, chacun dans son compartiment, qui apportent un plus. La psychologie, si Marc Brice était un type humble, il irait de temps en temps appeler Jean-Paul Akono pour un petit dîner, un petit café qu'ils prennent ensemble, et puis être à ses côtés. C'est ce qui manque à ce Flamand que vous écoutez là et qui dit des choses parfois à tort et à travers. Maintenant, sur le plan préparation technique, je peux vous assurer, j'ai eu l'occasion de visiter récemment, pour la deuxième fois consécutive, le complexe sportif de football Mohamed VI. Je peux vous assurer que ce complexe regarde d'en haut Clairefontaine. Mon Dieu. Ça regarde d'en haut et de très loin Clairefontaine. Un peu comme la basilique de Yamoussoukro qui regarde de haut celle de Rome. Ce complexe qui est bâti sur 30 hectares dans la banlieue de Rabat, à 30 hectares, vous y trouvez tout. Moi qui ne suis pas footballeur sportif de premier niveau, j'ai visité, il y a tout. Je suis sûr que Clairefontaine, qui a été construit, je ne sais pas, il y a des années, il y a très longtemps, quand ils vont regarder le complexe sportif de football Mohamed VI, ils vont pâlir. Alors, imaginez-vous que l'équipe nationale du Maroc est enfermée là-bas. Ils prennent de temps en temps des moments quand ils ont du temps libre, ils sont là. Ils ont tout ce qu'il faut pour se préparer. Ajoutez à cela l'environnement sportif, le milieu. Le football est au Maroc une deuxième religion. C'est ça.
c'est une véritable religion. Je disais tout à l'heure, quand on a commencé cette émission, que les footballeurs marocains sont des petits dieux. C'est ça. Et ils sont des petits dieux, ils ne sont pas comme les nôtres qu'on a tendance parfois à parler n'importe comment. Donc ces deux éléments-là, l'entourage immédiat qui est constitué de personnes avisées, des personnes chacune dans son comportement, peut constituer le noyau pensant des lions indomptables. Le deuxième élément très important, l'environnement technique, sportif qui est là. Et donc, à mon avis, le complexe sportif, non footballistique du Maroc, Mohamed VI, c'est l'unique actuellement en Afrique. Très bien. Alors, 1 minute à vous, Mabouan Kesak, et 2 dernières à Jean-Paul Akono. Je lui demanderai s'il pourrait accepter une main tendue. Quelles sont nos chances? Non, le Cameroun, le foot, c'est des cycles. Moi, je suis parfois choqué de vous entendre parler du Cameroun que négatif. Non, parce que vous avez dit tout à l'heure que le Nigeria, machin truc. Mais nous avons 8 finales, 5 gagnés. Je n'ai rien envie à un Nigérien. Ça, c'était avant. Il y avait quoi avant? Mais on compte un palmarès d'une équipe. Le Cameroun n'est pas champion. Est-ce qu'on joue le palmarès ou bien on joue la forme du moment? Le palmarès d'abord. Le Cameroun n'est pas champion d'Afrique il y a 20 ans. Le Cameroun est champion d'Afrique en 2017. Il y a 8 ans déjà. Je vais vous dire quelque chose. Remarquez ceci. Chaque fois que le Cameroun est allé en Coupe d'Afrique, on est allé en 90 en quart de finale. On venait de perdre 2 éditions, la Libye et l'Algérie. Chaque fois qu'on gagne, on perd d'abord une édition, 2 éditions et on gagne la Coupe d'Afrique. Mais ça, c'est le hasard. Il n'y a pas le hasard. Si en 50 ans ou en 40 ans, il y a on organise la Coupe combien de fois? C'est-à-dire que le Cameroun a fait 8 finales en moins de 40 ans, depuis 84. 8 finales et 5 gagnés. Ça veut dire que les autres doivent même copier ce que nous faisons. Pas l'Égypte en tout cas. L'Égypte a gagné 8 Coupes d'Afrique et les 3 premières Coupes d'Afrique avec 3 clubs. C'était avant. Mais je dis bien, génération 2000, 2001, nous avons 5 Coupes d'Afrique. Depuis 84, on laisse 84, il y a 4 Coupes d'Afrique. Pelé, ne nous grondez pas. Pelé, ne nous grondez pas. Sauf que parfois, ça me choque quand on dit que faites comme le Nigeria, faites comme la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je me demande qu'ils ont quelle organisation, ils sont loin derrière nous. Et jusqu'à présent, le Cameroun est dans le lot des meilleures équipes africaines. C'est-à-dire, quand on parle de football en Afrique, on parle d'abord du Cameroun. Pelé, on va gagner alors. On va ramener la coupe. Je viens de vous dire qu'en 2017, vous avez toujours dit, moi j'avais dit qu'on part gagnant. Je ne connais pas une équipe du Cameroun qui va partir pour perdre. Sauf si c'est la Coupe du Monde, je peux encore dire, je ne peux pas dire ça. Donc, mais quand c'est la Coupe d'Afrique, j'ai dit, on part pour gagner. Donc le 10 février, on sera en joie. Le coach connaît, il y a des paramètres qui peuvent arriver, des blessures, il y a 1 an. Mais l'équipe du Cameroun, vous avez tout à l'heure parlé de la reprise centrafricaine. Je dis, depuis que la Coupe d'Afrique a été conçue, c'est les mêmes qui gagnent. Il n'y a pas de surprise. La seule surprise, c'était la Zambie. Et cette Zambie, c'était d'abord une équipe forte. Et nous savons que le Cameroun, même pour la Zambie, on a eu des problèmes toujours avec la Zambie. Ils nous ont parfois éliminés. Mais les autres, on va voir. Donc les autres viennent remplir les formalités alors. Ils viennent remplir les formalités, puisque quand ils progressent, nous aussi on progresse. Donnez-moi alors la surprise depuis 1960 d'une équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, si le Tchad entend ça, c'est l'Algérie. Si ce n'est pas l'Algérie, c'est le Maroc une fois. Même la Tunisie et le Maroc ne sont pas favoris par rapport à cette compétition. Parce qu'ils n'ont qu'une Coupe d'Afrique, Mais le Cameroun, le Nigeria, aujourd'hui la Côte d'Ivoire, parce qu'ils montent à 3, mais les autres pays viennent accompagner. Pendant qu'ils progressent, nous aussi on progresse. D'accord. Donnez-moi ici sur le plateau 2 surprises. Donnez-moi 2 surprises. Depuis 1960. J'espère que les autres ne nous écoutent pas, sinon ils pourraient décider de ne pas venir. Jean-Paul, est-ce que vous accepteriez la main tendue, Jean-Paul? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes encore en jambes? Est-ce que vous avez encore suffisamment de niaque, de force pour pouvoir apporter? Si on vous greffait à Marc Brice aujourd'hui, vous diriez quoi? Écoutez, je ne sais pas. Peut-être que les gens me trouvent comme ce qu'ils pensent. Attention, comme ce qu'ils pensent. Le foot, c'est-à-dire à la fédération et à l'endroit du ministère, c'est-à-dire de monsieur le ministre des Sports, qui en même sont les gérants, n'est-ce pas, de l'activité footballistique des Lions indomptables.
je crois qu'il faut cela. Il faut cela. Vous avez suggéré quoi? J'ai suggéré qu'on fasse, n'est-ce pas, qu'on crée, n'est-ce pas? Tout à fait. Une sorte de think tank. Oui. Peut-être de 5 personnes, Oui. n'est-ce pas? Ce serait qui? Jean-Paul Akono, Jules Frédéric Nyonga, Michel Kaham et qui? Enfin, je ne sais pas. Mais les trois là d'office, non? La fédération pourra décider. Mais les trois là d'office, Jean-Paul. Consultation avec le ministère. Moi, je pense qu'il faut absolument ça. C'est dans ce sens que j'ai eu à le dire. Ce n'est pas que j'ai peut-être mal au pied. Il faut juste une opération. Mais on n'arrive pas à m'évacuer. Il faut juste une opération. Juste une opération. Ce n'est pas possible. Pour changer la prothèse. Et C'est juste ça. ils estiment. Je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ça peut dépasser tout un État. Non, pas du Ça ne peut tout. même pas passer une fédération. Encore que oui, mettez le micro, Ernest. Allez-y, Ernest. Non, mais allez-y, c'est important. La question là, ça va créer la polémique. Non, mais c'est. Non, on n'arrive pas. Jean-Paul, ça veut dire. J'ai déjà touché pratiquement tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de citer là. Le président de l'Africa Foot, le ministre des Sports. J'ai touché le président de l'Africa Foot, la fédération. J'ai touché certains membres du gouvernement, tout ça ainsi de suite. Bon. Mais le président de l'Africa Foot vous a quand même déjà soutenu quand vous étiez malade. Mais bien sûr, mais que. Il a dit plusieurs fois. Oui. Donc, Jean-Paul, les problèmes que vous avez, il ne peut pas continuer à le faire. Ça veut dire que les problèmes de mobilité que vous avez sont du fait d'une opération que vous n'avez pas faite. Tout simplement. Qui doit justement être fait pour remplacer cette prothèse. Oh mon Dieu. C'est juste ça. Bon, ceux qui entendent vont entendre. S'ils peuvent faire quelque chose, ils font. Mais de là à vouloir dire que... Mais ils le doivent, c'est une obligation, Jean-Paul. Excusez-moi de faire ce plaidoyer. Jean-Paul, on a évacué des personnes dans ce pays qui n'ont pas apporté ce que vous avez apporté. Laissez-moi le dire avec même colère. Rien ne peut justifier ces évacuations sanitaires de personnalités de la République qui, oui, ont apporté pour le pays, mais Jean-Paul Akono, les passions, Jean-Paul, les gens se levaient à minuit, 2 heures du matin pour regarder Sydney. Et il n'y a pas que Sydney dans votre vie. Si le coach Jean-Paul Akono a peut-être un montant, on peut organiser une sorte de fundraising. C'est vrai. C'est très sérieux, coach. Oui, je ne maîtrise pas les évacuations, ce que ça coûte. Je ne maîtrise pas. Je sais que j'ai été évacué, je crois, 2 fois. Une fois par le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, il n'était même pas encore président. Oui. Et ensuite, une fois par le gouvernement, sur instruction du président de la République. Mais là, ce qu'il vous faut, ce n'est même pas une évacuation, c'est juste que vous devez être opéré dans un centre... Dans un pays où les gens sont spécialisés. Oui, que ce soit en France, soit, je sais pas, en Inde. Bon, je sais pas si... Et même au Maroc, hein. Même au Maroc. Bref, ils sont évolués, le plateau technique a évolué. Si ça se faisait ici, c'est sûr que je le fais. Mais vous avez rencontré le professeur Baïbek? Parce que là, il est vraiment le meilleur en Afrique centrale. Oui. Moi, je ne sais pas si... On m'a fait dire qu'on ne fait pas encore ce genre d'opération au Cameroun. Je pense que le professeur Baïbek... Il faut peut-être d'abord rencontrer le professeur Baïbek. Certainement, j'ai tenté de le faire. D'accord. Après l'émission, j'appellerai le professeur Baïbek. Je prendrai rendez-vous pour vous. Il faut absolument revoir cette prothèse qui est dedans. C'est ça qui... Parce que moi, j'ai vu des gens qui ont eu la même opération que moi. Et peut-être plus compliqué au niveau des hanches, au niveau, je ne sais pas encore quoi. Mais ils jouent au foot. C'est ça. Mais moi, je croyais que tel qu'on me disait que non, quand on va te faire ça, machin, tu vas voir, tu vas encore commencer à courir comme si de rien n'était. Ok. D'accord. Oui. On sort. J'avais 2 suggestions. Oui, allez-y. Je pense que le chef de l'État, on a 2 secteurs importants. Il y a la défense et il y a le sport que les Camerounais aiment particulièrement. Je suggérerais au président de la République, quand il va réorganiser le gouvernement, de créer un secrétariat d'État en charge des anciens sportifs. Très bien. Oui. On a un secrétariat d'État en charge des anciens combattants. Si on peut créer un secrétariat d'État en charge des anciens sportifs auprès du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et même secrétaire d'État. Oui, qu'on nomme Jean-Paul Akono, secrétaire d'État. On ne peut... Non, ce que je dis, c'est que le cas du coach Akono n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de cas comme ça. Oui. Et
Quand j'étais à la CAN au Ghana en 2008, on a visité le centre de formation qui appartient à un ancien footballeur ghanéen. Comment il s'appelle? Abedi Pelé? Non, pas Abedi Pelé. Oui, je crois que c'est ça va être Yeboah ou Bafoué. Anthony Yeboah ou Anthony Bafoué. Mais on était... Yeboah, Anthony Yeboah. Quand vous arrivez dans un pays, la première chose c'est savoir où vit-elle, qu'est-ce qu'il devient, tout ça. Mais je pense que si... je suis sûr que le chef de l'État, ça ne le dérangerait pas de mettre peut-être un petit budget à la disposition des anciens sportifs pour leur accompagnement. Il y a eu récemment la filière banane-plantain qui a pensé à accompagner les anciens sportifs parce qu'eux aussi, on doit penser à leur reconversion. Absolument. Il y a des gens qui font des procès, genre, oh, ils n'ont pas bien géré quand ils avaient de l'argent. Ça peut arriver à tout le monde. Mais le gouvernement, la société est là pour permettre à chacun d'avoir un niveau pour pouvoir. Pour le coach Jean-Paul Akono, je vais appeler le traumatologue Bayebek tout à l'heure, après l'émission, pour prendre rendez-vous pour le coach. Et après, si on a une idée de ce que ça coûte, on peut peut-être organiser un fundraising et voir ce que ça peut donner pour qu'on puisse accompagner le coach. Très bien. Parole au téléspectateur. En 92, oui, coach. Dire que Ernest Obama a fait un parallèle tout à l'heure. Je crois que c'était avec le Maroc, tout ça, ainsi de suite, et le Cameroun. Je veux dire que ces pays ont un peu le même cheminement. Oui. Le Maroc, je crois, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, organisera aussi sa deuxième CAN. C'est ça. Après la première. En 88. En 88. Vous avez vu le Maroc. Je ne vous coupe pas. Le Maroc a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ils sont venus à la CAN. Ils ont sorti. Ils n'ont même pas fait les demi-finales. Alors, la présentatrice du journal de 13h va me faire des problèmes. Oui, dernière phrase, coach, s'il vous plaît. Donc, oui. Pour moi, je pense que le Cameroun, j'ai dit tout à l'heure que moi, je ne serais pas surpris de voir le Cameroun et la Côte d'Ivoire disputer cette finale. Que je vous entende. En Côte d'Ivoire. Et que le Maroc, il faut le dire, le Maroc aujourd'hui, c'est la meilleure équipe africaine. C'est vraiment la meilleure équipe africaine aujourd'hui. Mais je ne serais pas qui n'a pas de palmarès. Que le Maroc, n'est-ce pas, puisse n'est pas allé jusqu'au bout, n'est-ce pas, lors de cette deuxième CAN qu'elle organise à domicile. Merci de tout cœur, on ne pouvait pas mieux le dire. Merci à vous, les techniciens, d'être venus. Merci à Xavier Messier et à Ernest Obama. Merci à toute l'équipe de production, mais surtout aux téléspectateurs de nous avoir suivis, écoutés. C'est toujours un plaisir. Et le sport revient ce soir. D'ailleurs, à partir de 21h, vous aurez la possibilité de découvrir d'autres sports.